Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info Week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures de débat. Au sommaire ce soir, nous revenons sur l'extension du couvre-feu qui concerne désormais 2 Français sur 3. Dans 54 départements à présent, il est interdit de circuler entre 21h et 6h du matin. Alors que l'Assemblée nationale a voté la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, on s'interroge ce soir sur ce que cela laisse craindre pour la suite. Allons-nous vers plus de restrictions encore? Une période longue et difficile comme a prévenu le gouvernement. Jean Castex et Olivier Véran se sont rendus à Marseille aujourd'hui. Ils estiment avoir trouvé le juste milieu, vous les entendrez. Et puis nous revenons également sur l'assassinat de Samuel Paty, à qui sa ville natale a rendu hommage aujourd'hui. Il y a une semaine, nous découvrions l'horreur. Une semaine plus tard, on s'intéresse encore aux nombreuses questions que cette barbarie a soulevées. Comment continuer de défendre les valeurs de notre République? Comment s'armer puisque nous sommes en guerre pour lutter contre l'islamisme radical? Où commencer? Autant de questions que nous poserons à nos invités. Et autour de cette table ce soir, j'accueille Edwige Diaz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale RN de Nouvelle-Aquitaine. À vos côtés, Frédéric Adnet. Bonsoir. Bonsoir. Chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne en région parisienne. Avec nous aussi Jonas Haddad. Bonsoir. Bonsoir. Avocat et responsable Les Républicains. Et puis William Tay. Bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire. Alors, le couvre-feu est donc entré en vigueur il y a maintenant un peu plus d'une heure dans 38 nouveaux départements. 46 millions de Français sont donc désormais soumis à cette mesure destinée à enrayer l'épidémie de Covid. Les chiffres de ce soir attestent une nouvelle fois encore d'une augmentation du nombre de cas. Regardez, 45 422 de plus en 24 heures et 138 décès supplémentaires. La France a par ailleurs dépassé la barre du million de patients atteints. Nouvelle mesure donc qui inquiète de nombreux Français quant aux prochaines étapes. Quelles seront-elles? Serons-nous bientôt tous reconfinés? Avant de débattre de ces questions, on va prendre le pouls dans ces nouveaux départements concernés. Écoutez tout d'abord un commerçant d'Arras interviewé par nos équipes tout à l'heure. Forcément, le couvre-feu va avoir un impact important sur la fréquentation du lieu, l'attractivité des places, donc forcément directement un impact économique sur l'entreprise. On est obligé de s'adapter, donc forcément on va inciter, nous, au travers de nos communications, en fait, on va inciter les clients à venir peut-être plus tôt dans le lieu de restauration. On va les prévenir en fait au fur et à mesure de l'évolution de l'heure, qu'on va fermer dans 1 heure, on va fermer dans 1 demi-heure. Enfin, toujours être dans l'anticipation pour être capable de respecter pleinement les horaires du couvre-feu. Voilà, une nouvelle fois, une pression supplémentaire d'un point de vue économique qui pèse sur des commerçants, des restaurateurs. Edwige Diaz, en Nouvelle-Aquitaine, vous êtes concerné donc par 2 départements sur l'ensemble de la région. Ce n'est pas beaucoup, on peut dire que vous êtes encore un petit peu épargné par ces mesures, mais ça commence et ça va peut-être s'étendre. Pendant combien de temps? C'est ça toute la question. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a assisté il y a quelques mois à un confinement absolument historique. Personne n'aurait jamais pensé qu'on vive ça un jour. Ensuite, on a eu un petit moment de répit. On pensait avoir touché le fond avec le confinement. Et là, on se retrouve avec un confinement adapté, c'est-à-dire un couvre-feu. Je pense que c'est véritablement révélateur du fiasco de la gestion par l'État de cette crise. Finalement, le couvre-feu, c'est la solution de ceux qui n'ont pas de solution. Et je déplore que l'exécutif gesticule, essaye de faire quelque chose, mais en fait, ils ne font rien, si ce n'est mentir aux Français. Enfin, si le couvre-feu est une étape vers un nouveau confinement, il faut le dire, parce que le problème, c'est que derrière, on a des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des salariés qui ne savent pas s'ils vont pouvoir travailler, continuer d'ouvrir. Voilà, on a un véritable problème économique derrière. Et donc, il faut que le gouvernement soit honnête, qu'il arrête de nous mentir. Il nous a menti au début avec le masque. On nous a dit que la France était prête. Et finalement, on s'est rendu compte que la France n'était pas prête. Pourquoi font-ils un couvre-feu maintenant? Est-ce qu'on se dirige vers un autre confinement? Il faut qu'il soit clair, il faut qu'ils le disent. Edwige Diaz semble dire qu'on les Français payent la faillite d'un gouvernement qui n'a pas d'autre solution. Le point de vue de quelqu'un qui est à l'hôpital tous les jours et qui voit sans doute les cas augmenter. Quel est-il? Oui, on voit les cas augmenter. Ce qu'on paye, en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on paye, c'est un certain relâchement qu'il y a eu cet été,
un relâchement qui a été généralisé, hein, et on paye des contaminations secondaires, des jeunes qui se sont fait contaminer parce qu'il y a eu ce relâchement, des fêtes. Un relâchement de la part des Français, alors, qu'on a laissé partir en vacances, c'est ça que vous voulez dire? On aurait dû ne pas nous permettre de circuler? Je ne sais pas, mais en tous les cas, le relâchement, hein, c'est difficile de revenir en arrière. En tout cas, le relâchement, on l'a constaté. Et ce qu'on constate maintenant, c'est effectivement les patients qui viennent à l'hôpital, c'est patients à risque, et donc des contaminations secondaires des jeunes vers les plus anciens, vers les patients qui ont des facteurs de risque. Et actuellement, la situation est extrêmement préoccupante dans les hôpitaux parce qu'on doit faire face à deux flux de patients, les flux de patients Covid et les patients pour lesquels on doit s'occuper, qui viennent à l'hôpital pour des pathologies sérieuses. Donc on a une augmentation globale du nombre de patients qui arrivent à l'hôpital, et l'hôpital est trop petit. On n'arrive plus si vous voulez, à les soigner parce qu'on n'a simplement plus assez de lits, plus assez d'hôpitaux pour les accueillir. Alors, est-ce que le couvre-feu, est-ce que vous avez espoir dans cette mesure? Oui, on a un espoir. Soulage l'hôpital. En tout cas, il fallait faire quelque chose. Il faut absolument diminuer le flux de patients Covid qui arrivent à l'hôpital pour nous laisser le temps de les accueillir et les possibilités de les accueillir. Donc le couvre-feu, on verra ses effets dans 15 jours. On a un espoir de diminuer ce flux de patients Covid qui finalement paralyse nos services de réanimation parce qu'ils occupent de plus en plus de lits. Donc on est à 50% de patients Covid dans nos réanimations, et ce qui ne nous permet pas, si vous voulez, de soigner tous les patients. Et donc on est obligé de déprogrammer, c'est-à-dire de reporter des soins à des patients qui devaient être à l'hôpital, voire même en réanimation. Donc on est dans une situation extrêmement tendue à l'hôpital. Il fallait faire quelque chose. On va voir si le couvre-feu a des effets, mais le confinement total n'est pas non plus une solution, parce que le confinement total, on sait que ça, par l'impact sur l'économie, ça va impacter la santé publique, et ça va aussi dégrader toutes les autres pathologies qui ne sont pas Covid et pour lesquelles on ne pourra plus s'occuper. Certains de vos confrères évoquent désormais des confinements ciblés, notamment le docteur Blachier, qui dit finalement ça aurait le même impact pour soulager l'hôpital qu'un confinement général, mais en protégeant par exemple les plus vulnérables. C'est nos dernières cartouches, si vous voulez. On fait un couvre-feu. Si ça échoue, il va falloir trouver une autre mesure, parce qu'il n'est pas question de laisser mourir les patients. L'autre mesure, ça va être un confinement localisé, mais le confinement localisé va dégrader, si vous voulez, l'économie, va appauvrir la population, et quand on appauvrit et quand on dégrade l'économie, on dégrade aussi la santé publique. Et si vous voulez, on ne peut pas faire le choix entre les patients Covid et les patients qui viennent pour d'autres pathologies, des cancers, des choses absolument graves. Donc, si vous voulez, on est vraiment sur une ligne de crête, à savoir de prendre des mesures qui risqueraient de dégrader la santé publique d'autres pathologies au bénéfice des Covid. Donc, c'est extrêmement difficile. On attend 15 jours. On espère que ces mesures de couvre-feu vont nous permettre de diminuer le flux des patients Covid et nous permettre de les soigner et de les absorber. On précise que lundi, l'Assemblée doit examiner le plan de relance de 100 milliards d'euros, justement, alors que les perspectives économiques s'assombrissent encore un petit peu plus avec ce couvre-feu qui est étendu. On est sur la ligne de crête, disait-il, on hésite entre une mesure qui semble nécessaire et qui en même temps est catastrophique. Je pense qu'en fait, nos téléspectateurs doivent comprendre que ça fait maintenant plus de 8 mois qu'on connaît cette crise. On ne connaissait pas la nature du virus, mais en tout cas, on connaissait l'état de l'hôpital lorsque la crise est arrivée. On a dépensé des centaines de milliards d'euros. On a endetté des générations. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas mis ces milliards d'euros pour renforcer notre système hospitalier. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a le souci des dépenses publiques qui vous le dit. Pourquoi on n'a pas mis le paquet dès qu'on a vu qu'on avait besoin davantage de lits, de personnes en réanimation, etc., même si ça nécessite de la formation, pour le faire. Pourquoi je pose cette question? Parce que le paquet d'argent qu'on a mis pour la gestion de la crise, j'aurais préféré qu'on la mette en amont pour le développement de l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de gérer de la pénurie. Les gens ne savent pas trop si on fait un couvre-feu ou un confinement pour limiter le virus. En fait, il faut le dire, il faut encore le redire. On ne fait pas un couvre-feu ou un confinement pour limiter le virus. On fait un couvre-feu et un confinement pour soulager des hôpitaux qui sont en tension. Et donc, en fait, à côté de ça, la conséquence, c'est qu'on embolise naturellement toute notre économie. On fait qu'il va y avoir des gens qui vont en cascade être au chômage. Pôle emploi, qui d'habitude n'est pas très pessimiste, donne
1 million d'emplois directs supprimés. C'est-à-dire qu'en gros, vous imaginez ce qui se passe dans un foyer. C'est-à-dire que chaque foyer va être impacté. Altares, qui est un cabinet bien connu sur le domaine des faillites, donne 100 000 faillites. Donc il faut juste qu'on se dise, si on avait mis le paquet au moment où il fallait sur l'hôpital en disant, même si c'est pas parfait, même si on est juste un peu agile, on va dire, bah voilà, on va développer davantage, on ouvre des lits. J'ai vu des pays dans lesquels ils mettaient même des parkings, dans lesquels ils utilisaient ça pour faire des hôpitaux. Mais parce que, on a vu des hôpitaux fleurir, des hôpitaux de campagne dans l'Est. mais Paris, on dans a mis l'Est, 8 jours pour faire une tente. On a vu, et on s'est enorgueilli, alors que dans certains pays, on mettait 1 mois pour monter des hôpitaux, alors qu'on aurait dû mettre le paquet, l'argent, là où il fallait, au moment où on avait vu la crise. Encore une fois, on ne l'a pas fait pour faire des économies de bout de chandelle. Et maintenant, on est obligé de reconfiner tout le monde, de remettre en couvre-feu tout le monde, de casser notre économie et de faire en sorte que derrière, évidemment, la crise sanitaire, et c'est une crise qu'il faut juguler, on aura une crise sociale. Et je ne comprends pas pourquoi on a eu à la fois cette crise sanitaire et cette crise sociale qu'on aurait pu éviter. Dernier mot, c'est difficile de revenir en arrière. Dernier mot, et j'en termine par là. Frédéric Vous savez, quand Emmanuel Macron fait son allocution, il dit « Ah, mais on ne pouvait pas, notre système de santé ne nous le permettait pas. » Il est président de la République. Si le système ne permet pas, il change. C'est pour ça qu'on élit un président de la République, pas pour faire des commentaires, pour dire que si un système ne fonctionne pas, on le change. Alors moi, faut reprendre l'adage « gouverner, c'est prévoir ». Si en mars, Emmanuel Macron faisait face à un phénomène qui était nouveau et qu'on ne pouvait pas lui en vouloir parce que tous les pays du monde ont été touchés par le même phénomène et ont géré de façon différente avec leurs moyens cette crise sanitaire. Par contre, 9 mois après, on peut se poser de véritables questions sur la gestion de la crise. Le véritable tournant a eu lieu en mai, lorsqu'il a refusé d'imposer le masque obligatoire au moment où il a déconfiné et de prendre des mesures pour prévoir ce qui allait se passer en septembre. Globalement, il y a beaucoup d'épidémiologistes et de médecins qui disaient qu'on allait avoir une deuxième vague en septembre et en octobre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires pour adapter un pays en guerre, du coup c'est sa déclaration, face à ce risque ? On n'a pas suffisamment de tests, on n'a pas le personnel nécessaire pour assurer les lits de réanimation, on n'a pas assez de lits de réanimation. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, face au risque sanitaire, ajoute de l'incertitude en plus. Quand on est commerçant... Les tests sont arrivés. Les tests sont arrivés, mais le problème, c'est l'efficacité du résultat. Véran disait globalement qu'il fallait entre 36 et 48 heures. On voit que dans certains endroits, dans les zones à tension, notamment les métropoles, il faut beaucoup plus de temps, même si globalement, on a de meilleurs résultats depuis 2-3 semaines. Le problème, c'est la question de l'incertitude. Quand on est commerçant, on se dit, bon, voilà, on est fermé pour 6 semaines ou 6 mois pour une question de confinement ou de couvre-feu. Mais aujourd'hui, on ne sait pas s'il y aura un confinement. On ne sait pas si le couvre-feu va être élargi. Donc Emmanuel Macron, qui était là pour rassurer la population initialement, et déstabilise en fait toute l'économie. Parce qu'il va présenter un plan de relance. Et présenter un plan de relance alors qu'on a des incertitudes économiques. On n'a pas de visibilité sur le cap. On ne sait pas si on va pouvoir passer nos vacances de Noël avec notre famille et nos parents. On ne sait pas si les magasins vont ouvrir, alors que c'est une période de consommation la plus cruciale quasiment de l'année. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas capable de proposer une perspective et un cap, et c'est pour ça qu'il est en grande difficulté, on le voit, et Castex se tombe également avec lui. Alors, le constat est posé. On va s'arrêter pour une courte pause et puis on va continuer justement à discuter de ces sujets et notamment revenir avec vous, Frédéric Lannès, sur la situation à l'hôpital et voir ce qu'on aurait pu ou dû faire peut-être depuis 7 mois. À tout de suite. De retour dans Soir Info Week-end, on a posé le constat, la situation est critique, le nombre de cas de Covid augmente en France et l'hôpital s'inquiète de devoir faire face à plus d'arrivées de malades en réanimation. Par rapport à ce que disait William Tay, je voudrais entendre le docteur Frédéric Annette, justement, depuis ces 7 mois, depuis le début de la crise, qu'a-t-on fait, même si ce n'était pas parfait, pour essayer d'ouvrir des lits, d'avoir plus de place dans ces hôpitaux français qui semblaient à l'étroit au printemps, le sont-ils moins aujourd'hui ? Malheureusement, on n'a pas changé de paradigme. Les hôpitaux, après la première vague, sont rentrés dans cette logique qu'il y avait avant la première vague, qui est une logique plutôt de fermeture de lits, de fermeture d'hôpitaux. Il n'y a pas eu de moratoire réel, malgré le discours de Macron à Mulhouse, où il nous avait annoncé qu'il allait investir massivement dans l'hôpital public. On n'a pas senti qu'il y avait un renversement de tendance, c'est-à-dire qu'on allait ouvrir plus de lits, ouvrir plus d'hôpitaux. Et on en paye les conséquences aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on ne peut rien faire, que
constater le fait qu'on n'a pas les moyens de gérer cette crise sanitaire? Voilà, notre problème, c'est un problème capacitaire. Il faut qu'on ouvre de nouveaux lits, il faut ouvrir de nouveaux hôpitaux. Par contre, on n'a pas le personnel. On peut avoir les surfaces. Dans mon hôpital, il y a des surfaces qu'on pourrait ouvrir, mais je n'ai pas le personnel soignant, le personnel médecin. C'est sûr que pour former une infirmière... Parce qu'il n'est pas encore formé ou parce que c'est une réorganisation de personnel? Pour former une infirmière de réanimation, il faut 5 ans. Pour former un réanimateur, il faut 11 ans. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans une échelle de temps qui permette, dans l'urgence, de former un personnel pour donner toutes les chances aux patients qui seraient admis dans ces nouveaux services de réanimation. Mais même dans des formations accélérées, on ne s'est pas tellement préparé à ce nouveau afflux. Et l'Europe, nos pays voisins malades ne peuvent pas nous aider? On a mis beaucoup en commun. Le problème, c'est que toute l'Europe est impactée. Même l'Allemagne, qui était le bon élève pour le Covid-19, a une courbe de deuxième vague qui est absolument affolante, puisqu'ils ont une augmentation exponentielle de nombre de nouveaux cas. Donc, leurs réanimations vont être impactées. Et c'est ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'on n'a pas, si vous voulez, de solutions autour de nous qui pourraient nous permettre de transférer des patients ou de demander des renforts extérieurs de personnel soignant, puisque toute la France est impactée, toute l'Europe est impactée. Donc il va falloir compter sur notre propre force. Et c'est ça qui nous inquiète beaucoup. C'est qu'on n'a pas beaucoup, si vous voulez, de possibilités d'extension de nouveaux lits avec le personnel formé pour faire armer ces lits et pouvoir accueillir les malades avec un maximum de sécurité. Et pour reprendre les propos du président de la République, si nous sommes en guerre, est-ce que, à défaut de pouvoir le faire parfaitement, d'ouvrir un lit de réanimation avec un réanimateur qui aura fait ses 10 ans d'études, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, excusez-moi l'expression, avec des bouts de chandelle, parce que c'est la guerre et qu'il faut réagir? C'est ce qu'on a fait pour la première vague et c'est ce qu'on s'apprête à refaire pour cette deuxième vague, c'est-à-dire qu'on va faire venir des élèves infirmières anesthésistes, qui bien sûr vont être encadrés. On va ouvrir des lits dans des services qui n'étaient pas des services de réanimation. On va malheureusement être obligé de déprogrammer des patients qui venaient pour des autres pathologies, en malheureusement leur faisant perdre des chances, parce que c'est des patients qui auraient tout bénéfice à être soignés immédiatement. Je pense aux détections de cancer et d'autres pathologies chroniques. Donc oui, ça va être une médecine un petit peu de guerre, avec des systèmes organisationnels un petit peu dégradés, mais on va être obligé de faire un peu comme pour la première vague, ouvrir de nouveaux lits avec du personnel qui n'est pas complètement formé. Ça vous inquiète? Oui, parce qu'en fait, j'entends dans ce que vous dites que, évidemment, le Covid tue. Mais il y a plein d'autres maladies qui tuent. Et donc, en fait, évidemment, si pour la réanimation, il faut 5 ans ou 11 ans pour être formé, ce qui est dur à entendre, et je pense notamment aux personnes qui sont malades ou qui ont des proches qui sont malades, qui nous regardent, c'est de se dire qu'on doit déprogrammer des gens. Et peut-être que là-dessus, on aurait pu mettre encore plus le paquet en matière à la fois de personnes et de personnel et de capacité de lit, pour qu'on puisse au moins éviter qu'on ait cette surmortalité sur les autres maladies. Alors évidemment, il y a la spécificité du Covid. On ne soigne pas quelqu'un du Covid comme quelqu'un qui est dans une autre maladie, mais il y a d'autres maladies sur lesquelles on aurait pu mettre, je sais pas, par exemple des personnels un peu accessoires, des personnels qui permettent d'aider davantage et de soulager l'hôpital par rapport à ça. Encore une fois, il faut sortir des logiques politiques et politiciennes. On est effectivement dans ce que le président a appelé une guerre. Je pense que c'est pas une guerre en l'occurrence, parce que le terme une guerre, il faut se battre et on combat avec des armes. C'est pas vraiment le cas. Mais si on est vraiment dans ça, il faut penser aussi à tous ceux qui n'ont pas le Covid et tous ceux qui en souffrent parce que, encore une fois, on fait des économies de bout de chandelle. Deuxièmement, on est dans une société qui est vieillissante. On aurait pu faire un grand plan pour l'hôpital en se disant, voilà, on va récolter les bénéfices de ce qu'on a fait pour le Covid, pour le vieillissement de notre population, et donc avoir davantage de lits, desserrer la pression sur des gens qui travaillent comme des dingues dans les hôpitaux, et retrouver un peu de dignité, et on ne l'a pas fait. Bon. On va partir à Marseille, puisque l'exécutif qui veut montrer qu'il est effectivement sur le terrain, le ministre de la Santé et le Premier ministre se sont rendus à Marseille pour visiter l'hôpital Nord. On va voir une petite séquence de leurs échanges avec les journalistes, et puis on en discute en plateau. 1 mois et demi qu'il y a des mesures draconiennes à Marseille, monsieur le ministre, et il n'y a pas d'incidence aujourd'hui sur l'état des contaminations. Quel bilan vous tirez de la fermeture des bars, des restaurants qui a été prise fin août? On est mi-octobre, la situation ne s'est pas améliorée. Quand vous parlez de mesures draconiennes,
Fermeture des bars, des restaurants. Au mois d'août, il a été demandé à ce qu'il y ait un couvre-feu appliqué à l'ensemble des bars et des restaurants à 23 h, qui, à la demande locale, en lien avec le préfet, est passé ensuite à minuit et demi. Je ne suis pas sûr que ce soit une mesure draconienne. En tout cas, au regard du couvre-feu qui a été mis sur un ensemble de métropoles et désormais de départements français et qui couvre plus de 70% de la population, je crois que c'était des mesures qui étaient adaptées à l'état de la situation sanitaire au moment où ces mesures ont été prises. Ensuite, vous avez eu une inflexion de la courbe à Marseille. J'avais eu l'occasion d'en parler, sous la conséquence des mesures notamment qui avaient été prises, mais aussi des changements de comportement des gens qui ont pris conscience du fait que l'épidémie repartait, là où parfois on leur disait qu'il n'y avait pas de danger. Et ensuite, hélas, on voit en Europe, dans toute l'Europe, une courbe qui a commencé à réaugmenter de façon assez importante, avec le refroidissement notamment. C'est le cas chez nos voisins belges, allemands, suisses, italiens, espagnols. Ça concerne aussi les métropoles de Marseille. Le fait, sans doute, qu'on semble nous reprocher d'être intervenu maintenant trop fort, par les mêmes, je m'en souviens, qu'il y a un certain temps, nous reprochait d'être intervenus trop fort, alors qu'aujourd'hui on nous dit vous êtes intervenus pas assez fort et pas assez vite. Prouve sans doute que nous avons trouvé le juste milieu. Alors, il y a deux choses qui m'interpellent. Effectivement, la question du journaliste. 1 mois et demi de mesures sanitaires drastiques, sans incidence apparemment, puisque les cas continuent d'augmenter. Il a raison de le souligner. Finalement, ça pose question. Non ? Surtout, ce qui pose question, c'est le discours d'autosatisfaction de cet exécutif. Alors, j'allais venir. L'exécutif qui, en plus, on voit le Premier ministre qui se prend, un petit peu les pieds dans le tapis, qui dit trop fort, on n'a pas assez de mesures. Ils ont tout très bien fait, que la gestion a été impeccable, sauf qu'aujourd'hui, on voit que non, précisément, comme j'ai dit, le couvre-feu, c'est la stratégie de ceux qui n'en ont pas. On n'a pas vu de grands plans pour réarmer l'hôpital, on n'a pas prévu d'ouvrir des lits, on n'a pas prévu de recruter et on n'a même pas prévu de venir au chevet de ces aides-soignantes, par exemple, ou de ces aides à domicile qui n'ont pas eu ou quasiment pas eu de revalorisation salariale. Donc on ne parle pas du burn-out de ceux qui sont en première ligne de cette guerre. Donc moi je suis assez gênée de voir un exécutif qui vient commenter, constater, avoir trouvé le juste milieu et qui s'auto-satisfait. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne partagent pas cet avis. Donc, écoutez. Donc vous parliez de ceux qui sont en première ligne. On en a un en ligne avec nous, Nicolas Bruder. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service réanimation urgence à l'hôpital de la Timone de Marseille, justement. Alors, d'abord, votre réaction peut-être sur cette question du journaliste. 1 mois et demi de mesures et, dit-il, pas trop d'incidence. Quel est votre point de vue, vous qui côtoyez les malades Covid qui arrivent à l'hôpital de plus près ? Je crois qu'effectivement, ça pose la question du dosage. Je pense que la mesure qui avait été très efficace, c'est le confinement. On peut supposer que si le gouvernement avait confiné il y a 3 semaines, évidemment, on aurait moins de malades. On peut penser aussi qu'ils auraient été extrêmement critiqués. Donc, effectivement, on est un peu dans le domaine des demi-mesures entre la réalité économique et la réalité médicale. Alors, personnellement, je ne sais pas quelle était la meilleure mesure au meilleur moment. Il est la demi-mesure, pas le juste milieu. Juste milieu, je ne sais pas s'il y a un juste milieu, justement, parce que là, on a bien vu que la fermeture des bars et des restaurants, ça n'a pas été très efficace, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dans l'hôpital, vous voyez arriver plus de malades qu'avant, mais pas beaucoup plus ou pas ? Je vous vois faire la moue en même temps. Ah si, on voit arriver énormément plus de malades. Là, depuis 8 jours, si vous voulez, la courbe est exponentielle. Le nombre de patients hospitalisés a doublé par journée. Depuis 4 ou 5 jours, c'est une vraie, c'est pas une augmentation, c'est un mur qui se dresse devant nous. Donc là, le nombre de malades, il augmente extrêmement rapidement et on va être submergé par la vague, on le sait déjà. Donc les mesures, le couvre-feu, il a été pris. On sait qu'il faut, pour ce type de mesures, au minimum 2 semaines pour être efficace. Le problème, c'est que là, les 2 semaines, on les a pas. Donc la question, c'est à la fois le nombre, parce que est-ce qu'on va y arriver en fonction du nombre qui arrive, et c'est la durée. Et ça, évidemment, on a beaucoup d'incertitudes et je suis incapable. Je sais qu'il va y avoir énormément de malades. Il y en a déjà beaucoup dans les services qui sont saturés. Il y en aura beaucoup, on en est sûr, en réanimation dans les 15 jours qui viennent. Combien de temps ça va durer ? Ça, j'en ai aucune idée. Est-ce que les mesures vont être efficaces ? Sûrement moins efficaces que le confinement. Est-ce qu'elles vont avoir une efficacité ? C'est vraiment très difficile à dire. Qu'avez-vous fait, vous, à la Timone, depuis 7 mois, si vous avez pu faire quelque chose pour peut-être accroître cette capacité d'accueil de l'hôpital public ?
Alors, ce qu'on a fait, c'est, bon, d'abord, effectivement, il faut accroître les capacités d'accueil. On a parlé beaucoup, j'ai entendu sur votre antenne, d'infirmières et de médecins. Bon, pour former une infirmière, il faut 3 ans. Pour former un médecin anesthésiste réanimateur, il faut 10 ans minimum. Donc ça, on peut bien comprendre qu'on ne va pas en former plus demain et que ça va prendre beaucoup de temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris à monter des structures qu'on appelle des réanimations éphémères, donc des structures qui peuvent correspondre à des lieux de réanimation avec du matériel. Donc le matériel, on l'a eu, hein, ça, on a acquis le matériel, ce qui est déjà très très important. Et puis on a réussi à prendre du personnel dans des lieux qui ne sont pas des réanimations, mais qui sont par exemple des blocs opératoires ou dans les écoles d'infirmières, en particulier d'infirmières anesthésistes, etc. Le problème, c'est qu'évidemment, quand on enlève ce personnel de l'endroit où il est, eh bien, il n'est plus disponible pour faire ce qu'il fait. Et c'est en particulier vrai pour les blocs opératoires et on a bien vu le problème que ça pose. Donc on est en train d'essayer de s'organiser pour au moins passer les 2 semaines qui viennent et ouvrir un très grand nombre de lits. Vendredi, l'ARS nous a demandé, à la Timone par exemple, l'hôpital où je suis, normalement il y a 60 lits de réanimation, on est déjà monté à 80, l'ARS nous demande de monter à 100. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup et il faut beaucoup de monde pour faire ça. Donc on va y arriver. S'il faut monter à 120, là je crains qu'on n'y arrive pas. On a critiqué beaucoup au printemps le fait de l'absence d'une collaboration effective entre le public et le privé. Où en est-on aujourd'hui ? Non, je crois qu'il y a une vraie collaboration. Enfin, en tout cas à Marseille, où il y a de grosses cliniques privées, les cliniques ont fait vraiment, vraiment des efforts. Les réanimations ont pris des patients Covid et en nombre important. Donc je crois qu'il y a une vraie collaboration. D'ailleurs, on a travaillé avec eux, on a partagé nos données. On a partagé aussi les acceptations de patients. De temps en temps, c'était eux qui étaient pleins, de temps en temps, c'était nous. Donc, ça a vraiment marché bien ensemble. Alors, bien sûr, il y a privé et privé. Hein, une clinique qui n'a pas de réanimation, qui fait de la chirurgie ambulatoire, on ne peut pas leur demander grand-chose sur le Covid. Alors, peut-être qu'il faudra que ces cliniques, si vraiment la situation empire, diminuent leur activité pour nous fournir du personnel, des infirmières en particulier. Mais là, on va arriver à quelque chose qui sera quand même beaucoup plus compliqué à organiser. Docteur Nicolas Bruder, vous restez avec nous. Edwige Diaz voulait réagir. Oui, j'ai entendu le mot d'incertitude. Oui, bien sûr qu'il y a de la certitude, mais pour le coup, je pense que là, ça rime avec lassitude. C'est un énième discours donc de commentaires qu'on a entendus de cet exécutif qui n'apporte pour le coup pas de solution, qui pire, culpabilise les Français, leur dit vous avez été de mauvais enfants, donc on va vous punir, parce que c'est ça un peu le couvre-feu et le confinement, c'est une punition, en tout cas on peut le percevoir comme ça. Donc c'est vrai que je suis assez lassée de tous ces discours infantilisants. Ils distribuent les bons et les mauvais points, en l'occurrence les mauvais points aux Français, alors qu'eux passent leur temps à s'autosatisfaire. Donc c'est vrai que je suis assez choquée de ce comportement. Docteur Adnet, sur ce que vient de dire votre confrère de Marseille, sur la collaboration publique-privée qui s'est finalement faite. Je crois que c'est un peu un mythe. Hein. Je vois, nous, à Paris, en Ile-de-France, il y a un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre s'appelle l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui chapeaute les cliniques, les hôpitaux, les ESPIC, enfin toutes les structures de santé qui participent donc à la prise en charge de ces patients Covid. Et il y a une collaboration totale entre les cliniques, les ESPIC, les hôpitaux publics, les CHU, sous la gouvernance évidemment de l'Agence régionale de santé. Et on a des tableaux de bord qui nous montrent que ces cliniques participent complètement, ainsi que les ESPIC, qui ont des établissements à but non lucratif qui participent au service public. Et nous, hôpitaux publics de la science publique, hôpitaux de Paris, on se répartit les patients. Et si vous voulez, il y a une mutualisation de tous les lits de réanimation, que ce soit de cliniques, des ESPIC ou nos hôpitaux, pour offrir des lits à nos patients. Et c'est la même chose au niveau des services. Donc je crois c'est un faux débat. Hein. Les agences régionales de santé sont vraiment à recenser tous les lits disponibles pour placer les patients, que ce soit des cliniques ou des hôpitaux. D'ailleurs, je n'ai jamais compris ce débat, parce que même pour la première vague... On entendait des établissements privés nous dire on nous a demandé d'annuler tout et nos lits restent vides, on ne nous envoie pas de patients. Je crois qu'il faut interroger l'ARS, parce que c'est eux, les chefs d'orchestre, c'est eux qui ont les tableaux de bord, et ils voient très bien que ces établissements de santé collaborent complètement sur cette crise sanitaire qu'est le Covid-19. Faux débat ? En fait, je ne dirais pas que c'est assez français, mais on a un débat sur le travail entre le public et le privé. Comme au départ, vous savez, du virus, on disait est-ce que le virus, il a un passeport, il n'a pas de passeport.
Mais ces débats-là, franchement, je pense que les gens n'en ont rien à faire en réalité. C'est-à-dire qu'en gros, il faut, quand on est dans ce contexte de guerre, si on emploie ce terme-là, faire sauter toutes les barrières idéologiques qu'on pouvait avoir. Quand au départ, on nous disait « Ah, mais il ne faut pas fermer les frontières, parce qu'on est un pays ouvert, le passeport, le virus, etc. » On aurait dû peut-être plutôt fermer les frontières pour protéger les Français. Et pareil, ne pas se poser les questions de savoir « Ah, mais l'hôpital public, les cliniques privées, est-ce qu'elles sont en opposition ?» Il faut faire sauter ces barrières-là pour l'intérêt des gens qui sont en souffrance. Non, mais on se posait la question parce qu'on avait l'impression que cette question-là, publique-privée, on se la posait au plus haut sommet de l'exécutif. On avait l'impression qu'on ne voulait pas utiliser le privé pour soulager le public. Mais il faut balayer ces choses-là parce qu'il y a des gens qui sont en train du Covid ou d'autres maladies qui sont peut-être en train de mourir. Et il faut éviter les grilles idéologiques qu'on plaque sur la réalité. Sur la question de la stratégie, il y a un point qui est fondamental, c'est qu'en fait, la stratégie du gouvernement est la suivante. Ils regardent le taux de reproduction et ils adaptent les mesures chaque semaine en fonction du taux de reproduction. C'est ce qui crée l'illisibilité en fait, de la stratégie gouvernementale. C'est-à-dire que si le taux augmente d'un petit point, ils vont rajouter des mesures supplémentaires. Donc les commerçants et les Français subissent en fait le manque de prévision du gouvernement. Ils n'arrivent pas à dessiner un cap aux Français. On a eu en gros trois stratégies. Le premier, c'était le confinement. Le deuxième, c'était dépister, tester et isoler, ce qui n'a absolument pas marché parce qu'en fait, les cas asymptomatiques ont cassé les foyers de contamination, notamment à Mayenne. Et enfin, la troisième, c'est vivre avec le virus. Seulement, pour vivre avec le virus, il faut avoir les moyens adaptés. En fait, c'est comme si on était dans une guerre, il faut adapter les moyens de l'économie à la guerre. Sauf que l'économie ne fonctionne pas parce que le plan de relance annoncé en juillet n'est toujours pas en place. Le plan de relance européen n'est pas en place également. Et de plus, le ministre de la Santé, qui était plutôt efficace, en tout cas, qui savait à peu près de quoi il parlait en mars, je pense qu'il est complètement perdu actuellement. Parce qu'il n'a pas les bonnes mesures, il n'a pas le personnel nécessaire, et en plus, il fait face à un système hospitalier qui est en déclin et qui marque le déclassement de la France. On est un pays qui dépense à peu près 300 milliards d'euros sur ses dépenses de santé, soit à peu près l'équivalent de l'Allemagne en PIB par tête. Seulement, l'Allemagne a 2 fois plus de lits de réanimation que nous. Ils ont un personnel qui arrive à produire beaucoup plus de tests. Ils ont beaucoup plus de personnel qualifié. Ils sont mieux rémunérés. Mais nous, par contre, arrêtez là, c'est suffisamment pessimiste. Nous, par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a l'administratif qui ralentit les décisions et qui, en gros, conteste les gens qui sont de bonne volonté. On va poser la question aux médecins. On va d'abord saluer Dr Frédéric Adneb. Merci d'avoir été avec nous, le chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne. Je sais que vous devez partir. Merci d'avoir été avec nous. On va poser une dernière question au docteur qui est en direct depuis Marseille, Nicolas Bruder, sur une réaction peut-être sur ce que se laisser aller, cette navigation à vue, disait William Tay, de la part du gouvernement. C'est ce que vous ressentez aussi ? C'est difficile à dire. Non, je trouve pas. Moi, je trouve que... Je trouve que c'est toujours, il y a la critique, c'est toujours c'est trop ou c'est trop peu. Alors évidemment, quand le couvre-feu a été décrété, vous savez, à Marseille, il y a une réaction très forte pour dire que ça tuait une certaine activité économique, ce qui est sûrement évidemment en partie vrai. Puis d'un autre côté, on dit mais il n'en fait pas assez parce que l'épidémie progresse. Alors moi, j'ai pas de solution miracle, je vous le dis tout de suite. Et je trouve que, en tout cas, pour un certain nombre de choses, le gouvernement a été efficace. Je dis encore pour le matériel, on a eu beaucoup de matériel très rapidement, alors qu'il y avait des pénuries compliquées du fait d'une demande mondiale. On a pu mettre en place, et là c'était plus local que gouvernemental, c'est vrai, mais on a pu mettre en place, monter en charge le nombre de lits de réanimation de manière tout à fait exceptionnelle. Et ça a montré quand même que globalement le système était assez réactif. Alors maintenant, oui, qu'est-ce qu'on va faire pour le futur ? Sûrement, je pense aussi que le gouvernement navigue un peu à vue, mais qui ne navigue pas à vue ? Nous, on fait pareil, c'est-à-dire qu'on s'adapte de semaine en semaine, et je crois que tout le monde fait pareil. C'est-à-dire qu'on regarde les chiffres monter ou descendre, pour l'instant ils montent, et puis on essaie de s'adapter de semaine en semaine. On n'a pas de plan vraiment à long terme, parce que encore une fois, si on sait globalement à peu près ce qui va se passer dans les 2 semaines qui viennent, qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois ? Franchement, je ne crois pas que quiconque ait une bonne idée précise là-dessus. Ça veut dire que pour les fêtes de fin d'année, par exemple, vous n'avez vous-même aucune perspective qui rassurerait les Français ? Une bonne question. On a fait il y a quelques jours, puisqu'on a augmenté les listes de garde, on a fait la liste de garde pour l'instant jusqu'à fin décembre. Et on espère tous, quand on l'a faite, on espérait tous que le 15 décembre, on revienne
à la liste habituelle pour qu'un maximum passe des vacances en famille. En tout cas, cette perspective s'éloigne et bon, c'est pénible, mais on fera quand même s'il faut faire. Mais c'est vrai que c'est un souci, il n'y a pas de doute. Il y a 2 semaines, je crois, votre collègue de l'hôpital de la Conception, le docteur Louis Fouché, tentait de tempérer les chiffres, alors on va dire de l'époque, on sait qu'en 15 jours ça change beaucoup, expliquant qu'il fallait aussi mieux organiser la prise en charge des patients, qu'on n'était pas obligé de garder en réanimation certains patients qu'on pouvait mettre ailleurs. C'est aussi ça le problème, le dispatch, on va dire, des patients dans l'hôpital? Vous savez, Louis Fouché est dans un hôpital qui ne reçoit pas d'urgence et extrêmement peu de Covid. Donc, il a dû en voir 3 dans une réanimation et il a pris un peu ses désirs pour des réalités. Alors, il n'est pas venu voir à la Timone, qui est pourtant en face, où il y avait beaucoup de malades graves, y compris sous circulation extracorporelle, sous ventilation, etc. Donc, il est un peu le seul à avoir cette opinion dans l'anesthésie-réanimation marseillaise. Donc, effectivement, c'est bien d'être optimiste, c'est bien de rassurer la population. Enfin, il faut éviter aussi de dire des contre-vérités et des choses qui, on le voit maintenant, sont complètement fausses. Merci beaucoup, docteur Nicolas Bruder, en tout cas, d'avoir été l'invité de CNews. Je rappelle que vous êtes chef du service réanimation urgence à l'hôpital de la Timone de Marseille. Avant de refermer cette page consacrée au couvre-feu et au Covid, je voudrais qu'on écoute Philippe Douste-Blazy, qui était l'invité sur notre antenne un peu plus tôt ce soir. Il est revenu sur des mesures qu'il faut mettre en place parmi les gestes barrières à présent. Écoutez. Au mois de mai, juin, juillet, août et septembre, quand quelqu'un voulait se faire tester, il se faisait tester en moins de 24 heures et il avait les résultats en moins de 24 heures. Faire des tests à 1 million ou 1,5 million ou 2 millions de tests par semaine, si vous n'avez pas les résultats dans les 7 jours, évidemment, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'isole pas la personne qui est infectée. Et si on n'isole pas la personne qui est infectée, évidemment, elle contamine les autres. La deuxième chose, c'est qu'il y a un geste barrière de plus à faire. Nous savons que lorsque les virus respiratoires arrivent, quand l'hiver arrive, les virus respiratoires se contractent beaucoup plus. Donc, on est donc beaucoup plus confiné parce qu'il fait froid dehors, mais il faut porter des masques lorsque on est dans un endroit extrêmement confiné, mais ça tout le monde le fait, mais surtout, il faut ouvrir la fenêtre. Et on ouvre la fenêtre 10 minutes par heure dans chaque endroit, eh bien, je vous assure qu'il va y avoir une diminution considérable du mouvement du virus. Alors, les tests, donc, évidemment, on ne finit pas d'en parler. Finalement, on n'a l'air pas encore au niveau, selon Philippe Douste-Blazy. Et aéré, ça en a fait sourire certains quand le président de la République lui-même en a parlé lors de son allocution télévisée. Mais finalement, ça semble important. Oui, c'est peut-être ce qui a fait d'ailleurs que certains ont considéré qu'il n'y avait plus de vagues en été, parce qu'en fait, en été, on est plus dehors, il y a plus d'aération. Et là, en fait, on va se calminer, confiner. Et puis, en plus, il va y avoir d'autres maladies. Certains vont hésiter, est-ce que j'ai un Covid ou est-ce que j'ai une grippe? Et donc, en fait, effectivement, c'est vraiment recommandé. C'est important de rappeler ces mesures et peut-être d'en ajouter de nouvelles, ou ça ne fait qu'augmenter la crainte des Français et cette angoisse? Non, ça permet de vivre avec le virus. En fait, il nous faut des recommandations pour savoir comment lutter contre le virus. Globalement, en fait, on a eu une pause entre mai et août parce qu'on vivait plus à l'extérieur, comme vous l'avez rappelé, qu'à l'intérieur. Là, on sait que globalement, les mauvais temps arrivent malheureusement et qu'on aura à peu près cette période-là jusqu'à peu près mars, avril, mai. Donc globalement, il faut appliquer toutes les recommandations qu'a donné M. Douste-Blazy et ça permet d'aérer, de changer d'air parce que les contaminations se font principalement dans les lieux clos, lieux de travail ou domicile privé. Louise Diaz, oui, je pense que c'est une mesure facile à mettre en place. Je pense que le gouvernement ne se contredira pas sur la question, parce que c'est vrai, on se souvient des masques. Non, mais c'est vrai, souvenez-vous, au début, on ne fallait pas qu'on en porte, mais en fait, c'est parce qu'on n'en avait pas. Quand on en a eu, on nous a dit, on va les porter. Pour les tests, on nous a dit, il faut se faire tester, et puis finalement, on n'avait pas les tests, ou alors un délai très long, donc on n'a pas pu voir qui était vraiment malade, et donc la propagation a continué. Là, ouvrir sa fenêtre, je pense que ils vont réussir à se mettre d'accord. Ça coûte rien ni à l'État ni aux personnes qui les utilisent. Comme ça coûte rien à l'État et que tout le monde peut le faire, je pense que l'État ne va pas rétro-pédaler. Voilà. Tant mieux, parfait. 23h sur CNews et chez vous. Merci si vous nous rejoignez dans Soir Info Week-end. On accueille Éric Chall. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'UDI et on entame cette deuxième heure de débat. 1 minute de silence et la Marseillaise jouée en l'honneur de Samuel Paty. C'est l'hommage que lui a rendu sa ville natale de Moulins dans l'Allier. Élus, mais aussi citoyens, en tout 1 millier de personnes se sont retrouvés pour saluer la mémoire de l'enseignant assassiné il y a une semaine.
des personnes qui ont aussi salué la lutte, la défense de la liberté d'expression. Avant de discuter justement des moyens de continuer de défendre les valeurs de notre République et sur les moyens qu'il va bien falloir réellement mettre en place maintenant que tout le monde semble dire d'une même voix qu'il faut lutter plus durement contre l'islamisme radical, on va revenir sur cette journée d'hommage. Valentine Leboeuf, Alexis Delacour et Léo Milloncourt. La chanson du Gaufret a résonné sur la place principale, en hommage à Samuel Paty. Des paroles symboliques et une foule venue en nombre pour honorer la mémoire d'un enfant de Moulins. J'invite quand même tous les Moulinois à être fiers. Fiers d'avoir donné à la France un homme investi de son devoir de transmission de connaissances. Le maire de Moulins a promis de donner le nom de Samuel Paty à un lieu de la commune. La tristesse a ensuite laissé place à la colère. On est encore libre de dire ce qu'on veut et de choisir ce que l'on fait dans nos cours, déjà. Ça ne devrait jamais arriver, ça, et que ce serait bien que plus jamais ça arrive. La foule a observé une minute de silence avant d'écrire un mot pour Samuel Paty sur ce mur d'expression. J'ai mis simplement à Samuel qu'il a su transmettre son savoir et son éducation. Et pour moi, c'est très important. La photo de l'enseignant sera projetée tous les soirs jusqu'au 31 octobre sur l'église et la mairie de Moulins. Alors, passer le temps de l'émotion et des hommages, par où commence-t-on? C'est la question que je vous pose ce soir. On a entendu cette semaine plusieurs fois Elisabeth Badinter rappeler qu'elle avait signé en 1989 une tribune retentissante à ce moment-là. C'était l'affaire de Creil, quand 3 collégiennes avaient refusé d'ôter leur foulard en classe. La philosophe appelait à résister aux prétentions islamistes. C'était donc il y a 30 ans. Elisabeth Badinter réaffirme aujourd'hui que la guerre contre les islamistes est empêchée par la peur. Il va bien falloir la surmonter si on veut s'attaquer à ce problème. Maintenant, encore une fois, je le rappelle, l'ensemble de la classe politique dit qu'il faut aller plus loin. Éric Chall. Oui, c'est exact, il faut aller plus loin et j'espère que la motivation et la détermination se poursuivra au fil des semaines parce que c'est le temps de l'unité nationale qui est absolument logique et nécessaire. On voit déjà au bout de quelques jours des petites dissonances. Pour la gauche, on va continuer à faire des marches et des bougies. Pour la droite la plus radicale, on va devoir stopper l'immigration. Pour la droite, il va falloir faire des lois, des lois, des lois. Je pense que la première des choses, en réalité, ça va être de changer profondément notre système judiciaire. Parce qu'en réalité, sur l'affaire qu'on vient de vivre, c'est d'abord un problème de justice à Conflans-Sainte-Honorine. Pourquoi je le dis? Parce que l'imam, le prédicateur, Sefraoui, aurait dû être déchu de sa nationalité en 2010. Il n'y a pas été parce que la justice française n'a pas voulu suivre le préfet de Seine-Saint-Denis à l'époque. En 2011, la famille de ce terroriste tchétchène aurait dû être renvoyée dans son pays d'origine parce qu'elle n'avait pas statut de réfugié. Et on a une justice qui va devoir vraiment faire une remise en cause profonde de son mode de fonctionnement. J'avais envie de vous dire que au XXe siècle, on avait eu les hussards noirs et j'aimerais bien que maintenant on ait des hussards en robe noire. Alors Olivier Faure, aujourd'hui le premier secrétaire du PS, a affirmé que la mort de Samuel Paty devait être un tournant pour l'unité retrouvée de la gauche. Dans son discours de clôture du Conseil national du PS, il a appelé à être implacable avec l'islamisme radical. Depuis ce drame, de nombreuses voix s'élèvent évidemment contre ce qu'elle qualifie d'aveuglement de la gauche sur ces sujets. S'il faut aller plus loin, ça veut dire que la gauche française doit faire des ajustements dans son idéologie de tolérance républicaine. Il y a eu 266 victimes depuis 2012. On dit souvent que le professeur était le premier professeur assassiné. En plus, c'est même pas vrai. Dans l'école juive à Toulouse, il y a eu des professeurs qui ont été assassinés et il y a des petites filles qui sont pris des balles dans la tête. Qu'est-ce qu'il a fallu attendre de la part de la gauche simplement pour accepter qu'on arrête de dire que c'était de l'amalgame et de la stigmatisation? Il a fallu 266 victimes. Deuxièmement, les mêmes qui, en fait, si vous voulez, comme M. Mélenchon, ont participé à toutes les marches dans lesquelles on condamnait des concepts fumeux, dans lesquelles on criait des slogans extrêmement durs et dans lesquels on parlait d'islamophobie à tout bout de champ, sont les mêmes qui aujourd'hui nous disent que finalement ce sont les défenseurs de la République. Pour moi, ces gens-là sont disqualifiés. On ne devrait même pas potentiellement leur donner la parole sur ces sujets-là parce qu'ils ont non seulement trahi leur idéal républicain, mais ils ont aussi, si vous voulez, en plus, emmené un nombre incalculable de jeunes dans des travers. Regardez ce qui s'est passé il y a 24 heures. La secrétaire d'État à la jeunesse passe toute la journée avec des collégiens et des lycéens qui sont dans un quartier qui est plutôt difficile.
Les collégiens et lycéens ne veulent même pas se lever à la fin pour chanter la Marseillaise. Mais parce qu'on a mis dans la tête de nos enfants des idées de repentance, que la France n'était pas assez bien, que la France avait trop colonisé. Et je pense que maintenant, effectivement, c'est le coup d'arrêt, mais c'est le coup de trop. À la gauche, ça vient beaucoup trop tard. Il y a quelqu'un qui avait dit ce sont les pyromanes qui deviennent pompiers. On n'a plus besoin d'eux et ils sont complètement disqualifiés pour moi aujourd'hui dans le débat public. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité nationale ? Mais il n'y a pas d'unité nationale. Mais vous savez, on parle de guerre, mais c'est comme dans ça pourrait être un rebond. Mais quand dans une guerre, il y a des traîtres, je suis désolé, les traîtres, ils n'ont pas à avoir voix au chapitre pour nous expliquer comment on va faire. Alors oui, il y a une guerre parce qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été décapités, et demain, il y en aura certainement d'autres à cause de ce qu'ils disent et de cette tolérance. Et deuxièmement, alors là, très souvent, je suis d'accord avec Éric Charles, mais là, je ne suis pas d'accord sur le fait que, oui, il y a un lien avec l'immigration. On ne peut pas, lorsque... Vous avez dit que potentiellement la droite ou l'extrême droite dirait qu'il y a un lien avec l'immigration. Ben oui, il y a un droit avec l'immigration, puisque si on accueille 400 000 personnes de façon légale dans notre pays, plus des personnes qu'on accueille de façon illégale, comment pouvoir assimiler et savoir qu'à l'intérieur de ces personnes qu'on accueille, il n'y a pas des gens qui sont terroristes ou radicalisés, si on en accueille autant? 400 000, c'est la taille de la ville de Bordeaux, tous les ans. Et on peut forcément, dans ces gens qui viennent, il y a des gens qui ne partagent pas les valeurs, pas uniquement d'ailleurs de la République, mais moi je dis en général les valeurs de la France, parce que bien sûr il y a les valeurs de la République, mais les valeurs de la France. Ce que ça représente, ses racines, la culture qu'on a, social. Le rapport qu'on a entre hommes et femmes. Et ça c'est bien plus. Et donc en fait, oui, il faut armer effectivement notre arsenal juridique, c'est évident, mais il faut aussi, il faut le dire, stopper dès maintenant l'immigration dans le flux qu'elle a actuellement. On n'y arrivera pas. Il faut accueillir mieux, bien sûr, parce que les gens, c'est pas normal qu'ils soient dans des taudis ou porte de la Chapelle, dans des collines qui sont juste insupportables, mais il faut accueillir moins, c'est évident. Après, malheureusement, ces dernières années ont aussi montré des assaillants qui étaient français. Bien évidemment. Et alors, c'est là où va se jouer le combat culturel. Dans nos écoles, effectivement, ce seront des hussards, etc. Mais je regardais les chiffres, 8 des assaillants, des derniers assaillants sur les 266 victimes, étaient des étrangers. Alors, regardez les 2 derniers. Charlie Hebdo, un Pakistanais, qui a même menti sur son âge. Samuel Paty, un Tchétchène. Est-ce que c'est normal que dans notre pays, on accepte des gens qui ne sont pas acceptés dans d'autres pays pour le droit d'asile? Est-ce que c'est normal qu'on accueille des Tchétchènes qui sont complètement enragés vis-à-vis de nos enseignants? C'est plus tolérable. Je suis juste ravi de pouvoir dire à Jonas qu'une fois de plus, on est d'accord, Jonas Haddad, puisqu'en fait, je n'ai jamais dit ça tout à l'heure. Je vous ai dit justement qu'il y avait un dysfonctionnement de la justice française et que ces immigrés-là n'auraient pas dû rester sur le sol, mais que le problème n'est pas de fermer purement et simplement les vannes de l'immigration. Le problème est de faire en sorte qu'on puisse accueillir les immigrés qu'on souhaite vouloir accueillir. Et en l'occurrence, aujourd'hui, quand je vous disais qu'il ne faut pas de loi en plus, et quand je faisais un peu d'humour, quand je disais que souvent on dit à droite, il faut des lois, je dis que là, le problème n'était pas d'avoir des lois en plus, c'est simplement d'appliquer celles qui existent et de faire en sorte que nos magistrats, aujourd'hui, prennent conscience de la mission qu'elle a leur. Parce que je pense que s'il y a de l'angélisme aujourd'hui, c'est d'abord du côté des magistrats. Donc une fois de plus, on est d'accord. On peut justement attester qu'apparemment l'exécutif et le judiciaire passent la seconde ou la troisième, la quatrième, selon le bord dans lequel on se trouve. On a par exemple eu cette peine 4 mois de prison avec sursis aujourd'hui pour une étudiante de 19 ans qui avait écrit un commentaire sur Facebook disant que Samuel Paty méritait de mourir. La jeune fille a dit entre-temps regretter son message rédigé trop vite et sans réfléchir. C'est un signe, ça, que la machine se met en marche pour aller dans le sens que tout le monde appelle de ses voeux? Oui, moi ce soir j'aurais dû venir avec des carnets d'adhésion du Rassemblement national. Parce que quand j'entends mon voisin de l'UDI ou mon voisin d'en face des Républicains, je suis assez surprise de ce discours. Vous rejoignez nos positions, c'est-à-dire... Vous n'avez pas le monopole de la fermeté et de la lucidité. Alors je vais vous dire quelque chose. Si le soleil brille, on a le droit de le dire également. S'il vous plaît. Non, mais parce que vous nous mettez en cause. Donc oui, non, mais je vous mets clairement en cause. Pourquoi parce que donc vous rejoignez nos positions, je m'en réjouis. Ça veut dire qu'une fois de plus, le Rassemblement national a été lucide. Non, ça fait des années qu'on dit ça. Et a eu raison en avance. Ça fait des années qu'on dit ça. Monsieur, voilà, vous êtes très sympathique, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire que vous le dites, mais vous ne le faites pas. Vous voyez? Et je trouve ça assez surprenant. Moi, j'ai jamais été au pouvoir. Non, mais alors, vos collègues, puisque vous êtes ici en tant que représentant des LR, donc là, vous attaquez la gauche. C'est bien, vous n'avez jamais eu le pouvoir, donc vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la gauche est clairement complice de ce qui se passe aujourd'hui. On a des exemples à l'appel. Je vais prendre l'exemple de la mairie de
Rouen qui donne tous les ans une subvention de 10 000 euros à l'association des musulmans de Rouen. Moi, je suis de Gironde, j'ai le maire de la commune de Senon qui va inaugurer des mosquées et l'imam du coin dit on est très content de pouvoir compter sur vous, monsieur le maire. Donc, excusez-moi, les musulmans, c'est pas des étrangers. Hein. Alors, les musulmans, ça peut être des Français. Ce que vous dites là, c'est un peu mieux. C'est une mosquée qui est très proche des frères musulmans. Mais laquelle? Voilà. La mosquée de Senon, précisément. Ah d'accord. Non, parce que vous me parliez de Rouen, que je connais un petit peu, si vous voulez. Pour la gauche, aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde qu'ils sont complices. Mais pour la droite, cher monsieur, je suis désolée de vous dire que moi, je siège au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et que tout ce qui contribue à financer l'immigration, quand on finance des associations comme la CIMAD, par exemple, eh bien... Alors ça, l'exécutif a dit qu'ils allaient renforcer cette lutte contre les mosquées, les crèches qui sont haineux. Je réponds là au LR. Donc les LR votent tout comme la gauche, toutes les subventions à ces associations, et même cette semaine... On peut arrêter de faire ces réflexes-là. Excusez-moi. Cette semaine, au Sénat, notre collègue Stéphane Ravier a déposé un amendement pour refuser l'asile aux immigrés qui étaient condamnés pour terrorisme dans leur pays. Non, mais c'est pas des carnets de souche que vous avez dû apporter. Non, mais vous faites des tracts. Je comprends que vous devez placer tous vos mots. Le Conseil général Aquitaine, Stéphane Ravier, etc. C'est la vérité. Reprenez la vidéo de Stéphane Ravier. Vos collègues sénateurs LR ont voté contre. Donc, quelle crédibilité la minute pub est passée, madame. On a compris que vous faites votre pub pour le Front National. On peut juste parler des sujets de fond. J'ai le droit de dire que nous avions raison. Moi, je me souviens qu'en 2010, quand Marine Le Pen avait dénoncé les prières de rue, qu'aujourd'hui, tout le monde dénonce, eh bien, elle a été poursuivie, et heureusement relaxée, par des associations. Mais il a fallu qu'on en arrive là. Des associations de droite. Non, je ne vous parle pas des LR, mais je vous parle des associations quand même qui ont poursuivi Marine. Aujourd'hui, tout le monde dit les prières de rue, il ne faut pas parce que c'est l'islamisme qui rentre dans notre société. Mais en 2010, nous, on le disait déjà. Mais dès 2010, les Républicains le disaient aussi. Mais non, on n'est pas là pour faire une guerre de dates et de revenir sur le passé. C'est très important. On essaie d'aller dans un sens constructif aussi pour voir si il est temps et si le gouvernement et les partis réunis ont les vrais moyens pour aller plus loin. Moi, je dirais différemment. Quand Olivier Faure dit qu'il faut lutter contre l'islamisme, il a raison, il faut le soutenir parce que c'est pas un combat entre des formations politiques, c'est un combat entre la France contre l'islamisme. Donc tous ceux qui souhaitent participer à ce combat contre ce qui est la menace pour les Français et pour la démocratie libérale du XXIe siècle, il faut les accueillir. Après, il faut être lucide sur la situation. Effectivement, il y a une partie de la gauche qui collabore avec l'islamo-gauchiste et qui ont permis, en gros, à certains élus de gangréner une partie des mairies socialistes, communistes, front de gauche, etc. Mais quand on fait face à une menace commune, il y a une capacité d'unir. La question, c'est est-ce que le président de la République est en capacité, avec sa loi sur le séparatisme, de lutter efficacement contre l'islamisme ? Il fait quelques pas, mais ce n'est pas suffisant, globalement. On fait face à un totalitarisme islamique, donc il faut mener un combat global. On a une menace à l'est de l'Europe contre la Grèce avec la Turquie. Quelle est la position européenne sur la question de la Turquie ? On a des services de renseignement. L'Arménie, les deux, mais la Grèce aussi, parce que pendant cet été, ils ont attaqué la Grèce. Ouais. Sur la question des services de renseignement, est-ce que nos services de renseignement sont en capacité de détecter à la fois les menaces extérieures et les menaces intérieures ? Quelle est la doctrine du président de la République sur les peines de prison, sur ceux qui sont coupables de terrorisme ? Pour ceux qui sont en intérieur, on n'a pas besoin de durcir l'arsenal législatif. On a un article qui permet de les déclarer contre ennemis de la nation parce qu'ils ont voulu affronter la France. Donc on a la capacité de leur donner la peine maximale. Pour ceux qui sont actuellement à l'étranger et qui aimeraient venir en France, on ne les applique pas ? Non, on ne les applique pas. Pour ceux qui sont à l'étranger, François Hollande a ouvert la voie. On a la capacité de les éliminer, de faire des éliminations ciblées. Pour ceux qui sont à l'étranger et qui sont détenus, il ne faut pas les accueillir en France, il faut les laisser juger dans les pays où ils ont commis leurs crimes. Et je pense que des pays comme l'Irak et la Syrie sauront donner des peines exemplaires contre ceux qui affrontaient leurs fils et leurs enfants. Vous parliez de la Turquie, on peut citer pas plus tard qu'il y a quelques heures cette passe d'armes entre l'Elysée et le président turc, puisque Recep Tayyip Erdogan a mis en question la santé mentale d'Emmanuel Macron en raison de son attitude envers les musulmans. On va écouter le président turc et puis on en discute. C'est notre devoir à tous. Ah, non, c'est pas le président turc, il arrive. Non.
Macron a besoin d'un traitement au niveau mental. Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est aller d'abord faire des examens de santé mentale. Alors, réponse de l'Élysée ce soir, les propos du président turc sont inacceptables. La France qui note au passage l'absence de messages de condoléances et de soutien du président turc après l'assassinat de Samuel Paty. On a des relations très compliquées vis-à-vis de ces pays voisins. On est victime de séparatisme en France. Mais globalement, pourquoi est-ce que l'Union européenne n'agit pas contre la Turquie ? C'est parce qu'ils ont une forte communauté turque et qu'Angela Merkel ne veut pas les brusquer. C'est une menace qui est globale. Ça veut dire qu'on ne s'en sortira pas, que malgré les belles paroles de cette semaine, on n'y arrivera pas ? Non, on y arrivera. La France est restée parmi les 5 plus grands pays du monde pendant plus de 1000 ans. On a survécu aux guerres, aux défaites et même à l'occupation. On a peur de 70 personnes, voire 1 millier de personnes. Non, on a la capacité de le faire, mais par contre, il faut prendre des décisions courageuses. Est-ce que ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui sont capables de prendre des grandes décisions ? S'ils ne sont pas capables de prendre des grandes décisions, il faut les changer. Mais face à une menace comme la Turquie, qui aujourd'hui est la nouvelle menace contre l'Europe, il faut avoir une réponse qui est cohérente, il faut agir, il faut soutenir le président de la République et il faut que l'Allemagne, enfin qu'Angela Merkel, après une décennie d'échecs, arrive à prendre une décision forte et décide de soutenir Emmanuel Macron et la France contre la Turquie et notamment de sauver l'Arménie. On est dans une géopolitique dans laquelle ceux qui s'imposent sont des hommes forts, des leaders. Vous voyez, vous avez un Erdogan, vous avez un Poutine, vous avez un Xi Jinping, vous avez un Bolsonaro, vous avez un Trump. Nous, on ne peut plus tolérer qu'il y ait des gens qui s'adressent comme ça à notre président de la République. Pourtant, je ne suis pas de son parti politique, mais je trouve ça honteux qu'on parle comme ça à notre président de la République. Deuxièmement, on voit bien effectivement que c'est quelque chose qui est international, puisque ce double aujourd'hui de ces insultes en fait de Erdogan, les menaces de certains pays arabes de boycotter les produits français. Alors, ce ne sont pas des menaces, c'est passé à exécution à partir d'aujourd'hui, le boycott de produits français dans certains... Qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait si nous, parce qu'il y avait des chrétiens qui sont massacrés en Orient au quotidien, on allait dire on va boycotter tous les produits des pays arabes ? Donc on voit bien qu'en fait aujourd'hui il faut sortir de cet angélisme-là pour comprendre que c'est vrai, un choc civilisationnel et que dans ce choc-là, il faut que la France tienne debout son rang. Et il y a aussi... Oui, Edwige Diaz. Oui, mais si M. Erdogan se permet ce genre de propos, inacceptables au demeurant, c'est parce qu'il sait très bien que Emmanuel Macron est faible. Voilà, ça fait des années que la Turquie nous menace. Cet été en Méditerranée, les bâtiments turcs ont pointé avec leurs armes les bâtiments français. Il n'y a pas eu de réponse. Donc c'est vrai que c'est très grave et surtout on voit qu'Emmanuel Macron ne réagit pas. Pourquoi ? Mais parce qu'il a peur, parce que Erdogan menace d'ouvrir les frontières, menace de nous submerger de migrants et donc évidemment je pense qu'Emmanuel Macron est lucide et qu'il sait très bien que si jamais Erdogan ouvrait ses frontières, ça serait catastrophique pour la France et pour l'Europe. Donc une menace qu'il a brandie mais oui, ça fait des années et puis du coup il se passe rien. Emmanuel Macron laisse faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis vous répondriez quoi si vous alors oui, alors si on était au pouvoir, je vais vous dire, on arrêterait le processus de négociation pour l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. On arrêterait de lui donner les fonds pour la préadhésion. On arrêterait de lui donner des fonds pour réguler l'immigration, ce qu'il ne fait pas. Et on pourrait tout de suite prendre des mesures symboliques. Rappelons notre ambassadeur. Ça a été ça y est, ça a été fait dans la foulée de cet échange houleux. Je ne vais pas défendre le président de la République, mais vous avez dit des choses qui sont en partie contradictoires. D'abord, oui, il est absolument essentiel que l'Europe donne un coup d'arrêt au processus actuel d'adhésion et de rapprochement avec la Turquie. Ça fait longtemps qu'on le dit. Et deuxièmement, là pour le coup, c'est pas mon rôle de défendre le président de la République, mais nous étions très mobilisés et actifs, en tout cas moi personnellement, sur la question kurde. Et la France a eu un rôle essentiel l'année dernière dans la discussion avec tous les partenaires pour que les Américains remettent leur dispositif militaire qui a permis d'arrêter l'offensive turque sur le Rojava, qui est la partie kurde syrienne. Donc si aujourd'hui M. Erdogan, qui est un troublion, enfin j'ai pas de mots assez forts et je veux pas dire de grossièreté, mais qui est vraiment un personnage détestable sur la scène internationale, dit quotidiennement des choses aussi énormes que celle-ci, c'est un peu...
comment dire, c'est pas au niveau de dire que la France n'est pas capable d'y répondre, alors même que le président a répondu ce soir. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'on doit exclure la Turquie de l'OTAN? Ils partagent pas les mêmes valeurs que nous, ils n'ont pas le même système que nous. Globalement, nous, on est plutôt des pays plutôt laïques et des démocraties libérales. C'est un pays autoritaire qui est islamique. Ils n'ont rien à faire avec nous, ils ne partagent pas les mêmes orientations géopolitiques, ils ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Il faut l'exclure, il faut frapper fort. On a agi, quand il y a un Russe, il y a Vladimir Poutine qui fait je sais pas quoi, en soi-disant empoisonnement, tout de suite, toute l'Europe est réunie, on propose des nouvelles sanctions, on est très imaginatif, on a tout de suite un nouvel arsenal. Contre la Turquie, on n'a pas les moyens, parce que c'est un plus petit État, que l'armée est moins puissante et qu'ils n'ont pas l'arme nucléaire. C'est une question de volonté politique. Je pense qu'on peut le faire. Il faut qu'Emmanuel Macron décide à un moment d'affronter Angela Merkel sur certaines questions. Ce n'est pas elle qui décide en Europe. Nous avons la plus grande armée, nous avons notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et nous avons notre siège permanent à l'OTAN, nous avons le siège de numéro 2. Nous avons les capacités pour imposer notre point de vue. Il faut que la France retrouve sa place dans l'histoire, sinon nous vivons un déclassement qui est durable, alors que la France a la capacité et doit jouer son rôle. Juste un mot, et en ne tombant dans aucun simplisme, il faut séparer ce qui relève de l'Union européenne et ce qui relève de la défense mondiale. Sur l'Union européenne, il faut évidemment stopper immédiatement. C'est une question mais simplement, de défense. La Turquie, vous parliez du temps long tout à l'heure et de l'histoire multiséculaire de la France. La relation avec la Turquie, évidemment, l'intégration dans l'Union européenne doit cesser immédiatement. La question de l'OTAN est en réalité un tout petit peu plus complexe, parce qu'on sait que dans tous les événements récents des 30 dernières années, la Turquie a été un pont qui a permis à l'Occident de lutter au Proche-Orient. Oui, mais la question, c'est notre avenir. Parce que nous avons des ennemis. Et actuellement, est-ce que si on devait affronter l'Iran ou si on devait jouer un rôle au Moyen-Orient, est-ce que la Turquie ne tombe dans nous aucun angélisme. Je vous dis juste que attention à certaines solutions qui ont l'air d'être évidentes, simples et qui en réalité sont un petit peu simplistes. La défense internationale relève un tout petit peu plus de souplesse stratégique que de dire on est avec un pays, on est contre un pays. Je pense que la question de la Turquie, c'est question de notre positionnement par rapport aux États-Unis. Est-ce qu'on décide un jour de prendre notre destin en main et de le faire comme le général de Gaulle, dont on va fêter prochainement un anniversaire, de sortir de l'OTAN et de créer enfin un acteur. Le général de Gaulle n'a jamais fait sortir la France de l'OTAN. Du commandement intégré uniquement du commandement. C'est ce que je vous dis. C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. De Gaulle non plus, on n'a plus la même capacité. On n'est pas au sortir d'une deuxième guerre mondiale. Les rapports économiques et politiques ont beaucoup changé. Mais les rapports sont les mêmes. Actuellement, la Chine s'est réveillée, l'Inde est beaucoup plus réveillée. Lorsque le général de Gaulle le faisait, on avait deux pôles, on avait l'URSS et les États-Unis. Actuellement, nous avons un conflit entre la Chine et les États-Unis, et nous, on a un choix. Soit on se positionne toujours sur les États-Unis et globalement, on lie notre destin par rapport aux Américains, soit on décide de retrouver notre indépendance, et c'est une question de souveraineté. Lors du Covid-19, on a parlé de la question de la relocalisation, de la question de la souveraineté, et aujourd'hui, sur les questions d'affaires étrangères, ce qui relève du domaine le plus pur du régalien, on l'abandonnerait, alors qu'on voudrait la retrouver sur la fabrication de médicaments. On va revenir à l'intérieur de nos frontières pour continuer à parler de ces sujets, parce que le Conseil français du culte musulman a annoncé aujourd'hui travailler à l'élaboration d'un programme de formation des imams et d'un plan de lutte contre toutes les formes de radicalisme et d'extrémisme qui peuvent immuniser la jeunesse française face à la propagande des prêcheurs de haine et de la division. Ça, c'était une annonce qui était attendue aussi depuis longtemps, d'entendre plus la communauté musulmane et ses représentants s'exprimer sur des sujets de terrorisme. Oui, d'ailleurs, on a entendu sur votre plateau, il y a quelques jours, j'ai entendu le président du CFCM dire avec beaucoup de clarté la condamnation. Par le passé, ça n'a pas toujours été le cas, parce que le délégué général du CFCM, au moment de l'affaire Mila, avait eu des propos extrêmement mesurés, et le mot est faible sur cette affaire-là. Donc il y a une prise de conscience, mais je pense qu'on doit aller encore même un petit peu plus loin que ce qu'ils disent aujourd'hui, les propos du CFCM sur la formation des imams. Je crois qu'il y a la formation des imams et il y a la question aussi de la construction des mosquées en France. Le financement ? Et aujourd'hui, le financement des mosquées, c'est le principal problème. Et d'ailleurs, quand je disais tout à l'heure que nous, on était prêts à suivre éventuellement le gouvernement
sur le texte laïcité, séparatisme ou la manière dont il s'appellera, en réalité sur la question du financement des lieux de culte, pour nous c'est très important. Et on est favorable à l'UDI à la création d'une fondation, de manière à ce que les États étrangers ne puissent plus financer directement les lieux de culte comme ils le font aujourd'hui, avec une espèce de surenchère, avec des mosquées de plus en plus grandes, même en surface et en mètres carrés, puisque ça donne plus de sièges d'ailleurs, de voix au CFCM. C'est tout un cercle vicieux en réalité. Et on souhaite que cet argent, s'il vient de l'étranger, transite par une fondation, et une fondation en France qui sera chargée de la construction de ces lieux de culte. Ce qui permettra de couper cette espèce de surenchère entre États étrangers pour construire en France leur islam, les uns sunnites, les autres chiites, et en islam. Il y a lumière, comme disait le président de la République. Voilà, mais pour ça devra passer par cette fondation. Il y a le financement, mais il y a la formation des imams, qui est une vraie question aussi, puisqu'aujourd'hui, on sait que les imams sont envoyés d'autres pays en France. Parce que justement, ces États, en même temps qu'ils construisent la mosquée, envoient l'imam. Et à partir du moment où vous passerez par une fondation, ça réglera une grande partie du problème. C'est une solution, Edwige Diaz ? Oui, il faudra voir comment on peut s'organiser, mais de toute façon, avant de penser aux futurs imams qui vont arriver, il faut, je pense, régler le problème sur place. Il faut que les imams se désolidarisent des islams prêcheurs de haine. Il faut que l'on ferme une bonne fois pour toutes les mosquées radicales. Et il faut aussi qu'on arrête avec cette petite musique d'islamophobie. On crie à l'islamophobie pour tout aujourd'hui, alors que l'islamophobie, en fait, c'est une pirouette rhétorique. C'est vraiment ce qui est créé pour empêcher la critique de l'islam. Et donc, je pense que ça doit être la priorité aujourd'hui. Très intéressant sur le thème islamophobie. Si on décompose, islamophobie, c'est-à-dire avoir peur de l'islam. Mais qui donc donne peur de l'islam? C'est les terroristes qui ont attaqué tous ces gens-là et qui ont tué ces gens-là. Donc effectivement, ça n'est qu'une pirouette. Mais il faut aussi s'accaparer aussi les choses en disant oui, effectivement, certains aujourd'hui ont peur d'un islam politique et d'un islam radical parce qu'ils nous menacent. Vous voyez tout à l'heure des mosquées qui étaient radicalisées. On peut aussi parler des étrangers. Et vous voyez, ne me demandez pas de prendre une carte, mais parce que potentiellement, c'est une réalité. On a dit, on va expulser 231 personnes. C'est bien. Et là-dessus, Gérald Darmanin, il tient son rang et je pense qu'il essaye de pousser dans le bon sens. Mais il y en a 4111. Ce n'est pas les 231 qu'il faut expulser, c'est les 4111. La question qui se pose, c'est pourquoi on n'expulse pas l'intégralité des étrangers qui sont fichés FSPRT, pas fichés S. On fait bien la distinction pour nos téléspectateurs, parce que c'est bien différent en tant que tel. C'est des gens qui sont pour la radicalisation et du terrorisme. Et deuxièmement, puisqu'on parlait tout à l'heure de rapports de force et internationaux, il faut imposer que lorsqu'on aide des pays, notamment dans l'aide au développement ou dans d'autres aides en tant que telles, si ces pays-là, ne veulent pas accepter des ressortissants en disant « Ah, mais ceux-là, ils sont trop radicalisés, je ne sais pas, de n'importe quel pays », très bien, nous ne venons plus terminer les aides pour les pays qui n'acceptent pas de récupérer leurs ressortissants, qui viennent faire la Tchétchénie. Si demain la Tchétchénie ne voulait pas récupérer, par exemple, quelqu'un qui a fait la même chose, eh bien la Tchétchénie, terminer l'aide au développement. Et ça, c'est du ressort du président de la République. Ça, c'est de la politique internationale et c'est du concret parce que ça a des applications. Parce que les attentats, ils ne s'arrêteront pas. Je suis désolé de le dire comme ça. Peut-être que c'est pays avec lesquels on n'ose pas avoir ce ton-là. Eh bien, il faudrait le faire. Et pourtant, on ne peut pas se payer le luxe d'être fâché. Oui, avec la Tchétchénie, je pense qu'on a peu. Voilà, je pense que ça pourrait le faire. Avec le Pakistan, dont les dirigeants nous insultent matin, midi et soir, on pourrait très bien. Parlons du Moyen-Orient. Avec l'Arabie Saoudite oui, mais je pense que dans les assaillants qui étaient étrangers, il n'y avait pas beaucoup de Qataris. Voilà. Oui, mais le financement pose question, même s'il est en baisse. Non, la question, c'est... vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs points. Effectivement, sur ceux qui sont radicalisés, il faut les expulser, les enfermer. Si par cas les pays ne veulent pas récupérer, on peut les comprendre. Nous-mêmes, on n'en veut pas. On peut comprendre qu'à nos pays ne veulent pas reprendre ces champions. Il semble là que le ministère de l'Intérieur ait décidé d'être un peu plus ferme quant à la prononciation de telles mesures. Mais il y a d'autres pays qui ne les reconnaîtront pas, qui diront qu'ils n'ont pas la nationalité, etc. Donc, dans la mesure du possible, activer à la fois les capacités internes et externes pour les expulser si possible, ou sinon les enfermer si on ne peut pas les expulser. Ensuite, après, vous avez souligné un bon point, c'est la question de comment on fait avec l'islam en France. L'islam n'est pas la religion catholique, c'est pas une religion centralisée avec un pape à Rome qui détermine une doctrine. Chaque islam a différentes branches, il y a des branches qui sont plutôt compatibles avec la nôtre, il y en a qui le sont beaucoup moins. La question des frères musulmans, du wahhabisme et du salafisme. Tous ceux qui ne relèveraient pas
d'une pratique de la religion qui ne serait pas compatible avec les valeurs françaises, il faudrait y mettre un terme, comme globalement on a un problème en France. Parce qu'on a un problème en France, c'est qu'on a une rupture. Ceux qui ont plus de 35 ans respectent globalement les lois de la République. Par contre, un sondage IFOP a montré qu'auprès des moins de 25 ans, il y a 75% des moins de 25 ans qui se déclarent musulmans, qui déclarent la loi de l'islam au-dessus de la loi de la République. Donc il y a un véritable sujet à faire dessus. Ça reposera notamment sur la question de l'éducation. Et pour cela, en fait, il faut aider la grande part de musulmans qui ne souhaitent pas se radicaliser à pouvoir adhérer au projet républicain. Et pour ce faire, il y a une idée que Emmanuel Macron avait proposée, mais je ne sais pas s'il l'a mis en place ou s'il y travaille dessus, c'est la question des internats d'excellence. En fait, il faut aider les enfants c'est-à-dire hors de l'école républicaine telle qu'elle existe aujourd'hui ? Dans certains quartiers, globalement, on le voit très bien, les parents n'ont pas le temps de s'occuper parce qu'ils ont plusieurs enfants. Ils doivent subvenir à leurs besoins. Donc qu'est-ce que font les enfants ? Ils traînent dehors avec les caïds de cité, etc. Parce qu'il faut... Tout le monde a besoin de s'intégrer. Donc, au lieu de leur proposer l'intégration, de jouer ce rôle-là. Oui, mais dans les écoles locales, c'est très compliqué, on le sait très bien. Parce qu'il n'y a plus de mixité dans ces écoles-là. Alors que si par cas on proposait une alternative qui serait la création d'internats d'excellence dans chacun des départements en prenant en charge la scolarité à partir de 3 ans, on les permettrait de s'émanciper des quartiers de caïds et des territoires perdus de la République pour s'intégrer au sein de la République. Ça a échoué avec l'école de la République, pourquoi ça... Parce qu'en fait, un internat d'excellence, ce serait... Vous le souhaitez, mais... Non, mais ce serait... En fait, on ne le localiserait pas dans les quartiers difficiles. On le localiserait dans d'autres endroits, notamment dans les questions de ruralité. Ça permettrait notamment d'aménager le territoire. Nous avons un commissariat au plan. Quelle est sa fonction ? Quelle est sa stratégie pour réhabiliter le territoire et combattre la fracture territoriale ? C'est une bonne idée, mais on ne pourra pas mettre évidemment tous les jeunes dans des internats d'excellence. Non, pas tous, mais on peut aider une partie. Vertueux et louable. Vous avez dit également quelque chose de juste tout à l'heure quand vous disiez qu'il y a eu un décrochage dans la jeunesse. Et je pense que tout à l'heure, on faisait le procès de la gauche qui est absent sur ce plateau. Donc c'est plus facile sur sa responsabilité. On l'a invité, mais sur sa responsabilité dans un laisser-faire. Mais on retrouve la même chose en réalité dans les syndicats. On retrouvait la même chose dans les syndicats d'enseignants. Il y avait quand même ces deux gauches qui s'affrontaient également. La très laïque, très républicaine, très sourcilleuse sur ces questions-là. Et une deuxième qui était en train de gagner énormément de terrain. Qui était dans un déni permanent parce que, par définition, on défend les minorités, parce que la minorité, par définition, est opprimée, sans se rendre compte qu'à un moment donné, elle peut elle-même être source de difficultés. Et ça s'est manifesté le mois dernier à l'Assemblée nationale avec la syndicaliste qui est venue voiler. Donc, peut-être que ce qui vient de se produire là à Conflans-Sainte-Honorine a donné une occasion à réfléchir, pas simplement à la gauche française dont on parlait tout à l'heure, mais aussi aux enseignants. Et si on entame ce travail à l'éducation nationale et que maintenant ils ne sont plus dans le déni, ça pourra permettre de rattraper ce temps perdu sur la jeunesse. Mais s'il y a un décrochage dans la jeunesse, c'est parce que je pense que là aussi, le corps enseignant a probablement laissé perdre beaucoup de terrain. Donc gageons que les choses changeront dans les mois qui suivent. En tout cas, on en forme le vœu. Et ça aussi le fait qu'ils n'ont pas été soutenus par leur hiérarchie. Bien sûr. Globalement, quand on interroge le personnel de l'administration, on sait très bien que globalement, il y a des consignes pour diminuer, pas de vagues. Alors le pas de vague contre lequel le ministre de l'Éducation nationale s'est agacé cette semaine, mais de nombreux témoignages... C'est pour ça que c'est un combat global, et c'est pas une question de durcir l'arsenal juridique. Globalement, on peut pas vouloir diminuer, je sais pas moi, flexibiliser notamment le code du travail et allonger le nombre de lois sur les questions de terrorisme et sur les questions d'enseignement. C'est-à-dire qu'à chaque drame, on ferait une nouvelle loi. Mais pour qu'une nouvelle loi soit appliquée, il faut 1 an. Ensuite, après, il faut prendre les décrets d'application. Une nouvelle loi ne sert à rien. C'est une question de volonté politique et de montrer que le corps politique fait face avec son administration contre les menaces. C'est même ça qu'on y arrive. Même le ministre de l'Éducation nationale, qui était un peu plus clairvoyant que mais il se fait critiquer au sein de son gouvernement. Lui-même a aussi un peu péché par une forme d'angélisme, parce qu'il y a 15 jours, il avait fait cette conférence où en indiquant qu'ils essayaient d'aller un peu plus loin, mais il se satisfaisait aussi d'un recul, je crois, de 7 cas d'atteinte à la laïcité par rapport à l'année dernière, en oubliant que les écoles avaient été fermées pendant 6 mois et que 7 cas de moins, en réalité, c'était quasiment le double.
Donc la prise de conscience, tout le monde doit la faire, effectivement. Alors, un dernier aspect qu'on n'a pas encore évoqué sur ce renforcement du projet de loi contre le séparatisme, il y a aussi le rôle des réseaux sociaux qui pose question, qui a interrogé évidemment suite à ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine. Marlène Schiappa annonce la création d'une unité de contre-discours républicain pour lutter contre la propagation de discours islamistes sur les réseaux. Une lutte qui passera aussi par une coopération européenne. C'est Quentin Bérichel qui nous l'explique. Contrecarrer les discours anti-républicains sur les réseaux sociaux, c'est le rôle de la nouvelle unité annoncée par Marlène Schiappa. Dans un entretien pour le journal L'Obs, la ministre déléguée à la citoyenneté déclare notamment la guerre au cyber-islamisme. On voit se développer des discours d'islamistes sur la toile, de victimisation systématique, sans que personne ne les démente. Des discours haineux vus notamment après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, 1279 signalements ont été notifiés à la plateforme Pharos, censée centraliser les contenus illicites. 300 enquêtes ont été ouvertes, conduisant à l'interpellation d'au moins 27 personnes à l'origine de ces messages. Une riposte nationale qui passe aussi par une coopération européenne. En déplacement hier à Bruxelles, le Premier ministre Jean Castex demande aux 27 de s'unir dans la lutte. La Commission a la responsabilité d'un sujet très important, ce sont les textes sur la régulation des réseaux sociaux. Il est impossible et inconcevable qu'ils puissent permettre de porter des incitations au terrorisme. Un arsenal de lutte pour accélérer aussi la riposte judiciaire. Hier, une étudiante de 19 ans a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Au lendemain de la mort de l'enseignant, elle avait déclaré sur Facebook que Samuel Paty méritait de mourir. Voilà, donc parmi les mesures envisagées, il y a le fait de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations mettant en danger la vie d'autrui, et puis aussi le fait de renforcer la protection des fonctionnaires et des agents publics en pénalisant ceux qui font pression sur eux. C'était un vide béant qu'il fallait combler. On s'étonne que ça n'ait pas été fait plus tôt. En fait, c'est bien de lancer une unité qui est dirigée par l'État, etc. Mais je pense qu'il faut aller même un peu plus loin dans le, entre guillemets, combat culturel. Je m'explique. Lorsqu'il y a des manifestations pour le climat ou contre le racisme, tous les influenceurs sur Instagram, vous voyez des photos pour la planète, contre le racisme, etc. Et c'est très bien, c'est bien parce qu'ils sont engagés. Et là, j'ai fait le petit travail de regarder ces mêmes influenceurs qui en permanence postent des choses et qui sont très suivis par les jeunes. Très très suivis, désolé de le dire, mais bien plus parfois que les chaînes télé. Eh bien, ces gens-là, ils ont été assez silencieux. Ils ont fait des petits hommages comme ça par rapport à Samuel Paty. Donc en fait, bien plus que l'unité, il faudra aussi travailler avec ces influenceurs qui aujourd'hui... On n'en revient pas à la peur dont on parlait dans le... Non, il y a la peur et puis il y a le côté on veut froisser personne en tant que tel, etc. Alors que l'idée, c'est pas de froisser, c'est justement de montrer qu'on a une cohésion nationale par rapport à ça. Donc ça, c'est le combat culturel. Et après, il y a le combat effectivement juridique. À titre personnel, et je pense qu'on est certains sur le plateau à en avoir beaucoup vécu, on a vécu des menaces de mort en tant que telles. Et j'imagine que les policiers qui sont en charge de ça sont submergés en ce moment de menaces de mort par rapport à ça. Donc il faudra aussi adapter, et je le dis encore, les effectifs pour faire en sorte que la cybercriminalité, les effectifs liés à la cybercriminalité augmentent. Je préfère qu'on supprime quelques postes d'administratifs dans certains secteurs pour augmenter parce que c'est la première fois... On parle de moyens, d'accord, mais c'est la première fois. Un professeur a été assassiné et on se pose la question de renforcer l'arsenal juridique par rapport aux réseaux sociaux. Je pense que c'est des moyens parce que c'est la première fois qu'on a une fatwa 2.0 qui vient dans notre propre pays. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'il y a des parents français qui sont allés alimenter sur des réseaux sociaux par la personne dont vous parliez tout à l'heure, Sifraoui, qui sont allés alimenter en mettant juste... le numéro du CCIF quand même, en disant centraliser les plaintes auprès de cette personne-là. Et en fait, il y a toute cette fatwa 2.0 qui commence à s'installer et je pense que c'est vraiment important de renforcer nos moyens dans ce sujet-là. Il y a de bonnes choses, excusez-moi, il y a de bonnes choses dans le dispositif qui est proposé, mais en réalité, il sera totalement inopérant si on ne va pas plus loin sur un point. Il faut permettre de lever plus facilement l'anonymat sur les réseaux sociaux. Parce que si on veut pouvoir... C'est si compliqué que ça ? Parce que derrière un identifiant, derrière un ordinateur, on sait qu'il y a un propriétaire. En réalité, c'est effectivement aujourd'hui assez compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas plus de poursuites à ce stade. Il faut augmenter la coopération avec les plateformes qui sont supranationales et en général américaines. Mais si on ne règle pas ce problème-là, tout ce qui a été proposé ce soir sera inopérant. Oui, c'est sûr que il faut bien sûr augmenter
les effectifs qui luttent contre la cybercriminalité. Lutter contre l'incitation à la haine sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais lutter contre la haine tout court, c'est mieux. Et en ce sens-là, moi, je ne fais pas confiance au gouvernement. C'est des reculades incessantes. Cette semaine, Marlène Schiappa a été interrogée, par exemple, sur une question de laïcité et sur la question du voile lors des sorties scolaires. Ben là, c'est pareil, ils n'ont pas le courage d'assumer. Non, pendant les sorties scolaires, les mamans ne doivent pas porter le voile. Je vois pas trop le rapport l'un avec l'autre. Désolée. Mais si, mais tout est lié, vous voyez bien, ils n'ont pas le courage. Donc en fait, ils nous annoncent des choses, on déplace les problèmes, on attire l'attention avec la loi sur les réseaux sociaux, mais en fait, on ne lutte pas contre le problème à la base. On ne lutte pas contre cette islamisation vous en pensez quoi ? On lutte pas contre cette islamisation de la société. Donc je dis, on va continuer à succomber à des revendications communautaristes. Le halal dans les cantines, donc les menus de substitution, les horaires adaptés dans les piscines. Ça, c'est pas de l'islamisme radical. Burkini. Non, mais pardon. Non, on parle pas de ça. On parlait pas de ça. Non, mais attendez. La question si la mesure. Non, mais je dis que c'est global. Oui, le problème est global. Si on se concentre juste sur le petit bout des réseaux sociaux, ça va pas fonctionner. Et je suis en train de vous expliquer pourquoi ça ne fonctionnera pas. Maintenant, vous m'écoutez ou vous ne m'écoutez pas, mais en tout cas, moi, je dis que le problème doit être pris dans sa globalité. Le problème doit être pris dans sa globalité. Il faut d'abord qu'on s'attaque à l'immigration, ensuite aux revendications communautaristes, et ensuite, on s'attaque à la haine, la haine raciale. Et la haine en ligne, oui, bien sûr, mais ça sera la suite. Quand on aura réglé tous ces problèmes-là en amont, on aura beaucoup moins de problèmes d'incitation à la haine en ligne. Bien sûr, il faut lutter contre la haine, mais par contre, il faut faire attention sur la question des réseaux sociaux, et notamment sur la confiance qu'on peut avoir sur les plateformes numériques. Quand une plateforme comme Twitter censure le président des États-Unis sur ses propres tweets, on peut se poser la question de la pertinence de faire un partenariat avec eux. Les États-Unis, on voit la capacité de Twitter et de Facebook à faire gagner un président, notamment Donald Trump s'en est servi en 2016. Par contre, là, il le censure sur certains de ses posts. Donc la question de la liberté d'expression est importante. Il faut la faire cohabiter avec nos principes fondamentaux, parce que nous sommes une démocratie libérale. La loi Avia a été censurée sur une partie de son dispositif. Est-ce que le dispositif actuel serait compatible avec la question de la Constitution ? Et puis ensuite, si par cas on prononce des condamnations, la principale question c'est est-ce qu'on est en capacité d'assurer l'effectivité des peines ? Globalement, si on prononce des peines de 4 à 6 mois, les peines ne seront jamais appliquées. Donc la question qui est clé, c'est la question des prisons. La question de désengorger les tribunaux, parce qu'ils sont actuellement désengorgés et qu'il faut attendre 3 à 6 mois, voire 1 an pour avoir un jugement effectif. Et la troisième question, c'est assurer la puissance du discours de la République. Parce que si on lutte, mais qu'on n'a pas de modèle alternatif à proposer, ça ne sert strictement à rien. Les gens vont rester confortés dans leur certitude, alors que si par contre nous avons un modèle fort, c'est une question d'attractivité. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été nos invités. Pour conclure, je donne cette information, puisqu'on parlait de la fermeté attendue de l'exécutif, information sur laquelle, qui est avérée, 5 membres de la famille de la jeune fille musulmane bosniaque qui avait été tondue à Besançon parce qu'elle était amoureuse d'un jeune serbe chrétien. C'était cet été. Ces 5 membres de la famille ont été expulsés aujourd'hui vers Sarajevo. Il s'agit des parents de la jeune fille et de leurs 3 enfants. Signe là peut-être que le gouvernement met à exécution sa parole. On suivra ça. Et on ne manquera pas de vous réinviter si on avait besoin d'en débattre plus amplement. Merci de rester avec nous sur CNews. C'en est fini pour Soir Info Week-end. Dans quelques minutes, l'édition de la nuit présentée par Anne Maquignon. Je vous retrouve avec plaisir samedi prochain.